Aujourd'hui, on va aborder un thème vraiment important parce que c'est un des thèmes qui sert de pilier à l'application Profiler Connection et à notre algorithme, lequel algorithme est basé sur plusieurs années de recherche et développement en psychologie, et c'est le thème de l'attachement. Alors, aujourd'hui, c'est un thème assez profond, assez subtil, qui a plein d'implications. Donc, je vais essayer d'à la fois pouvoir apprendre et transmettre des trucs, mais en même temps voilà, d'utiliser des mots simples. Alors, si toutefois il y a des moments où c'est trop psy, ou s'il y a quoi que ce soit, si vous avez une question, si mon propos ne vous semble pas suffisamment accessible, je vous en prie. Vous voyez, j'ai laissé le chat à ma disposition à ma droite. Donc, n'hésitez pas s'il y a une précision, quelque chose à demander, en particulier pour ceux qui, voilà, ne sont pas forcément du métier et qui pour qui c'est un peu étonnant, car j'en vois également qui sont là et qui sont pas forcément habitués. Donc je serais enchantée de donner plus de précisions s'il y a besoin, surtout, sentez-vous libre. Et puis je ferai aussi quelques partages d'écran à quelques moments, histoire de vous résumer, certaines choses tout à l'heure. Alors, l'attachement, d'un point de vue de la psychologie, ça fait déjà référence à plusieurs auteurs dont je vous donne le nom. Peut-être même que tout à l'heure, je recopierai leur nom dans le chat si vous voulez pousser un peu plus loin, que ce soit lire des ouvrages ou regarder des vidéos YouTube pour en apprendre davantage. Donc, les auteurs clés, je dirais que les auteurs les plus importants, on pourrait penser à Bowlby, donc Bowlby, mais je pense aussi beaucoup à Mary Ainsworth et aux auteurs Solomon et Maine. Mais il y en a d'autres avant, des précurseurs comme Spitz et d'autres qui ont élaboré ensuite. Alors, l'idée, c'est qu'au final, les théories de l'attachement, elles sont assez récentes. Elles datent du début, milieu du XXe siècle et enfin, elles trouvent vraiment leur pleine élaboration dans les années 70 et 80. Et donc, du coup, on peut se dire, mince, c'est des théories fondamentales, mais au final, elles ont été découvertes il n'y a pas tellement de temps. Et ces théories, en fait, elles nous disent comment un être humain s'attache. Alors là, bien sûr, nous, ça nous intéresse à Profiler Connection, c'est comment vous tombez amoureux. Et comment c'est pour vous quand vous êtes amoureux? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est facile et en général, ça se passe tranquille? Ou est-ce qu'au contraire, vos histoires amoureuses, ben souvent, c'est sensible, c'est douloureux, c'est chaotique, ça remue des choses sensibles? Voilà, comment on s'attache? Mais alors, ça le fait en amour, dans la relation amoureuse, mais ça peut le faire en amitié, ça pourrait le faire avec des collègues. La question de l'attachement, c'est un pilier central de tous nos attachements et qui parle de la manière dont on rentre en lien. Et pas seulement avec notre amoureux, notre amoureuse, avec notre partenaire, mais de la façon où on rentre en lien avec tout le monde, avec toute autre personne à laquelle on s'attache, quelle que soit la manière. Alors cet attachement, comme vous pouvez vous en douter, ce que les théories ont réussi à mettre en lumière, c'est que cet attachement, il nous vient de la toute petite enfance. Mais vraiment petite, petite. Donc c'est un stade où, si vous voulez, on pourra difficilement s'en souvenir. On pourra difficilement dire que, par exemple, on se souvient de notre période allant de 0 à 1 an. Rares sont ceux qui peuvent en élaborer des souvenirs conscients. Et c'est pourtant dans cette période clé que se crée le noyau de tous les attachements futurs et y compris le noyau de votre relation d'amour aujourd'hui et de vos futures rencontres ou de vos rencontres passées. Donc c'est vrai que ça pourrait paraître assez saisissant quand on n'est pas habitué à ces théories. Et qu'est-ce que c'est qu'un attachement? Imaginez-vous, un tout petit bébé qui est récemment sorti du ventre de sa maman. Comment c'est pour lui la vie? Déjà, il est très dépendant. Contrairement à d'autres espèces animales, le bébé être humain est très, très dépendant. Donc, il est beaucoup dépendant de ce qu'on appelle sa figure d'attachement. Alors, sa figure d'attachement, ça peut être la maman, mais ça pourrait être le papa, mais ça peut être une grand-mère, un oncle, une tante. C'est pas forcément toujours la symbiose maternelle, même si bien sûr la mère, dans les tout premiers temps de la vie, est celle qui peut être la figure d'attachement la plus évidente. Donc, c'est comment en fait ce bébé qui est très dépendant, qui peut pas se nourrir tout seul, qui peut pas marcher, va se sentir protégé, écouté, et comment on répondra à ses besoins? C'est-à-dire, est-ce qu'on va répondre à ses besoins dans un délai raisonnable? Est-ce qu'on va vraiment être à l'écoute de ce qu'il ressent? Est-ce qu'il se sentira accueilli même physiquement? Est-ce qu'il y a de la tendresse? Est-ce qu'il y a du pot à pot? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui sont en cause et du coup, donc c'est comment le bébé va se trouver ou non sécurisé pour sa survie. Parce qu'il y a des expériences que l'on appelle l'hospitalisme, qui ont montré qu'en fait, la nourriture affective, c'est autant important que la nourriture tout court.
Et ça, pendant très longtemps, même à l'époque de Freud, in fine, c'était pas tellement reconnu. En gros, la nourriture physique allait primer. Alors qu'on a réussi à montrer avec les expériences d'hospitalisme, c'est des très malheureuses expériences, mais que des bébés qui sont pas regardés, vous voyez qu'on prend pas soin d'eux en les regardant, on leur fait pas de câlin, on leur adresse pas la parole. S'ils reçoivent pourtant des soins physiques, c'est-à-dire ils sont lavés, on leur donne à manger, et cetera, eh ben, ils se laissent mourir, en fait. C'est ce qu'on appelle l'hospitalisme, parce que c'est des tests qui avaient été réalisés dans des hospices. Et du coup, ces tests, ils ont permis de montrer que vraiment, en fait, le lien, c'est aussi fondamental. Votre nourriture affective, elle est aussi fondamentale que votre nourriture tout court. Et donc ça, c'est valable pour le petit bébé, mais c'est valable aussi pour vous aujourd'hui. La nourriture affective qui génère la sécurité, qui, je le rappelle, selon la pyramide de Maslow, la sécurité, c'est vraiment la base. Bah, cette nourriture affective, elle va donner ce qu'on appelle un modèle interne opérant. Alors, je vais utiliser des termes plus clairs, même si c'est vraiment le terme qu'on utilise dans les théories de l'attachement. Si vous voulez, le modèle interne opérant, en fait, c'est le moule du gâteau. Si je la fais simple, selon ce que vous avez vécu quand vous étiez un bébé, puis un jeune enfant, et même si après ça peut se modifier avec le temps, ben en gros, selon ce que vous avez vécu, vous allez avoir un certain moule. Alors ça peut être un beau moule rond, vous voyez, comme un moule à tarte, et nickel. Ça peut être un moule un peu cabossé, qui n'a pas vraiment la forme qu'on souhaiterait. Et en fait, ce moule, il se crée dans la toute petite enfance et quelque part, si vous voulez, il se solidifie, se rigidifie, si bien que une fois que le moule est là et qu'il est posé, à chaque fois que vous allez faire un gâteau, il va prendre la tronche de ce moule-là. Donc si votre moule, il est triangle alors que vous auriez voulu qu'il soit rond, ben, tous les gâteaux que vous allez faire dans votre vie, ils ont des risques d'être triangles. C'est un peu ça. Le système d'attachement, si c'est pas fait d'une manière harmonieuse, constructive, sécurisante, c'est vraiment le mot sécurité, ça va créer un modèle interne opérant qui se répète dans les autres relations. C'est ce qui peut expliquer les schémas répétitifs que vous avez pu vivre, vous, hein, ou alors que vous avez pu voir autour de vous. Pourquoi une personne, elle est tout le temps dans les mêmes types de relations toxiques? Pourquoi, je ne sais pas, quelqu'un qui veut s'engager tombe tout le temps sur des personnes qui ne veulent pas s'engager, par exemple, ou l'inverse. Quelqu'un qui aurait besoin de beaucoup de liberté est toujours attiré par des personnes qui veulent l'envahir et s'engager. Vous voyez pourquoi il y a des répétitions de schémas comme ça, des répétitions de situations toxiques, des répétitions d'auto-sabotage, de personnes qui, bah, à chaque fois qu'elles rencontrent quelqu'un avec qui ce serait parfait, avec qui l'harmonie devrait être au rendez-vous, bam! Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ces modèles internes opérants qui se sont installés, ce moule, et que bien sûr, ce moule, il est inconscient, puisque personne ne se rappelle au final comment sont opérés les premiers liens entre 0 et 1 an, ou même entre 0 et 3 ans, c'est rarissime. Mais c'est ces liens-là qui construisent notre sécurité affective pour plus tard. Et c'est super important ces liens et c'est beau parce que je vois qu'aujourd'hui, vous voyez, en Occident, il y a des théories qui s'appellent par exemple le maternage proximal, qui ont beaucoup plus émergé et qui correspondent à des choses qui existent traditionnellement en d'autres contrées, que ce soit en Asie, en Afrique ou en Amérique latine, où on recommande le pot à pot, dès l'accouchement, le pot à pot, puis refaire souvent du pot à pot, puis faire du cododo, etc. Toutes ces pratiques, elles contribuent à générer de la sécurité affective, de la rassurance, une co-régulation. Ce qui fait que quand l'enfant est en détresse, quand l'enfant s'inquiète, quand l'enfant a faim, a peur, le parent est là, la figure d'attachement avec son corps comme une régulation. Donc, voilà un petit peu ce que c'est que le mécanisme d'attachement. Maintenant, j'aimerais vous en parler pour qu'on voit ce que c'est dans la relation amoureuse et comment ça va impacter et quels sont les différents mécanismes d'attachement pour qu'on comprenne un petit peu comment, qu'est-ce qui va se passer ensuite dans la relation amoureuse et comment on peut être compatible ou vraiment difficilement compatible. Alors, je fais une petite pause pour voir s'il y a des questions, pour que si je dois partir après sur des explications un petit peu plus précises et vous partager un petit peu mon écran sur des résumés, vous me disiez s'il y a quelque chose que je dois préciser. Je suis vraiment à votre écoute. S'il y a quoi que ce soit, dites-moi. Voilà, est-ce que je peux en déduire que tout a l'air OK? C'est très clair. Bon, merci beaucoup. Et de toute façon, si toutefois c'est limpide, super. Ben, merci beaucoup. Et si toutefois après, il y avait besoin que je reprécise des choses, je le ferai avec plaisir. Donc, on va mettre en exergue, par le biais des différents chercheurs en psycho dont je vous ai parlé tout à l'heure, 4 systèmes d'attachement. Et ça, c'est valable quelles que soient les cultures. Les recherches qui ont été menées sur l'attachement, elles ont été menées
aussi bien en Europe, aux États-Unis, mais aussi donc bien sûr dans tous les pays du Nord, je veux dire Canada et cetera, mais aussi en Afrique, en Asie. Elles ont été menées avec des personnes réfugiées qui ont dû, je dirais, émigrer et immigrer dans plein de pays différents. Donc c'est quelque chose qui est universel et c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est une théorie qui est pas ethnocentrée et qui se vérifie. Même si bien sûr elle prend une autre couleur selon qu'on a grandi avec une figure d'attachement dans une famille, peut-être plutôt à l'occidentale, une ou 2, ou si on a grandi avec, je dirais, le village qui nous sert de figure d'attachement un peu plus à l'africaine. Et encore, je schématise, hein, parce que chaque cas est unique et voilà, et même en Occident, on trouve des choses différentes, en Afrique aussi. En tout cas, ces théories, elles sont là pour tous. Alors le 1er attachement, bah, c'est le plus cool, c'est l'attachement sécure. Donc l'attachement sécure, si je résumais très simplement, c'est en fait quand les figures d'attachement répondent aux besoins de l'enfant d'une manière régulière, souvent identique. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de vague, c'est toujours les mêmes réponses. Donc il y a de la présence, de la constance, de la cohérence, de la réponse aux besoins, sans que ce soit dans la minute, dans la seconde, hein. Ça ne veut pas dire que la figure d'attachement devient vraiment l'esclave, pas du tout. La figure d'attachement est simplement présente à la mesure de ses possibilités. Elle est présente physiquement, elle est présente émotionnellement et elle répond aux besoins et elle les légitimise. Donc quelque part, elle envoie à l'enfant le message que c'est OK d'avoir des besoins, que c'est normal d'avoir des besoins, que c'est sain. Et du coup, si vous voulez, l'enfant, plus il est sécure, en fait, plus il explore. Plus il est sécure dans son lien, plus il s'autorise à explorer son environnement, à aller à l'aventure quelque part, puisque la figure d'attachement lui sert de port d'attache. Donc c'est vraiment un peu comme un bateau qui peut aller voguer à sa guise et découvrir les mers lointaines, puisque le port d'attache est toujours là. Donc ce serait ça, vous voyez, l'attachement sécure, l'impression bah, que on peut être le fait de sentir qu'on est aimé. Et ça continue quand on est adulte. Les personnes qui ont un attachement majoritairement sécure, je dis bien majoritairement car je vais expliquer ça un petit peu mieux tout à l'heure. Donc quand on a un attachement majoritairement sécure, ça signifie qu'en fait on se sent aimé, on sent qu'on a le droit d'être aimé, qu'on mérite d'être aimé, que c'est normal d'être aimé d'une certaine façon. Et que du coup, on peut être autonome. Donc autonome, il n'y a pas de dépendance affective. On a vraiment la juste distance ou la juste proximité avec le partenaire de vie, sans l'étouffer, sans pour autant être distant. Il y a quelque chose de l'ordre de l'harmonie. D'ailleurs, c'est ça, l'attachement sécure, en général, c'est harmonieux. Il n'y a pas trop de conflits, il n'y a pas trop d'extrêmes. Peut-être parfois, il n'y a pas assez de passion, pourrait-on peut-être aussi mettre en exergue. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'harmonie et de la fluidité dans l'attachement sécure. Ce qui parfois peut être vécu par certaines personnes qui ont vécu des attachements insécures, et je vais en parler après, comme voilà quelque chose d'un peu ennuyeux, un peu monotone, un peu routinier. Puisque dans cet attachement sécure, il y a cette limpidité et ce calme qui s'instaure et cette sensation d'être aimé et de légitimité. Alors ça, à l'échelle mondiale, les différentes études statistiques ont tendance à montrer que ça représente, quand je parle d'attachement majoritaire sécure, 55% de la population. Ce qui est à la fois énorme et très peu, parce qu'on se dit, bah, ça veut dire que 40-50% de la population a vécu un attachement insécure, c'est-à-dire quasiment 1 sur 2, hein, à peu de choses près. Donc je trouve que ça interpelle. Donc maintenant, on va parler des attachements insécures. Puis c'est là que je pense que c'est important de les évoquer ensemble pour qu'on comprenne, ben, en quoi ça nous concerne. Parce que comme je vais vous l'expliquer après, on a tous une pluralité d'attachements en nous, pas un seul attachement, si bien que, en fait, c'est intéressant de les connaître tous puisqu'en nous, on les rassemble tous. Alors, je vais commencer par l'attachement évitant. L'attachement évitant à l'échelle mondiale, ça peut représenter 20-22% des personnes, c'est donc quasiment 1 sur 4. Donc, je pense que c'est intéressant de l'aborder en premier. Alors, l'attachement évitant, si vous voulez, c'est quand la figure d'attachement, parentale ou autre, ben, là aussi, hein, le mot enfin, est juste, évite les besoins de l'enfant. Donc, soit elle n'est pas présente physiquement, réellement pas présente, soit elle n'est pas présente émotionnellement, soit elle n'a pas envie, donc elle va repousser l'enfant d'une certaine manière, le rejeter. Donc très précocement, le bébé, l'enfant ressent la blessure du rejet. Et le problème, c'est que l'enfant, dans son système, en fait, il va se remettre en question lui, surtout quand il est tout petit. Il va se dire que lui, ses besoins, c'est pas OK, que lui, ses besoins, c'est pas légitime,
que quand il pleure, ça sert à rien, puisque s'il pleure, on répond pas à son besoin. Donc, vous voyez tout ce qui se met en place déjà, l'enfant comme il se dit: «Bon, bah, je suis peut-être pas légitime à pleurer, à demander, à réclamer», donc il se met en sourdine. Quelque part, il se fait petit, l'enfant évitant, il fait pas de bruit, il gêne pas, il a pas de besoin. Vous voyez comme s'il y a quelque chose qui s'efface et qui se fait tout petit pour pas avoir de besoin. Et ça, c'est quelque chose qui ensuite se perpétue chez l'adulte. L'adulte évident, alors bien sûr, l'intérêt, c'est qu'il est très autonome, mais permettez-moi de prendre une petite seconde pour vous partager mon écran et pour vous permettre de visualiser un résumé. Ça peut être plus pratique pour vous aussi. Alors, je me permets, j'en profite pour vous faire visualiser ce petit résumé. Alors, vous voyez, comme on le voit ici, l'enfant évitant, quand il devient adulte, ben, bien sûr, il est très indépendant. Alors, ça pourrait être une qualité, mais tout est question de curseur. C'est-à-dire que la personne est tellement indépendante qu'elle a du mal, en fait, à rentrer en lien de manière profonde. Il y a de la distance, il y a de la méfiance, il y a de la difficulté à l'engagement. Et c'est et ça, vous pensez peut-être à des gens que vous connaissez ou que vous avez connus. C'est pas que la personne n'est pas aimante, mais c'est qu'elle a du mal, voilà, à s'engager, à s'investir dans la relation. Elle a encore ses verrous, elle a toujours un petit pied en arrière, elle dit: pas trop vite». Donc elle a, je dirais même le pied sur le frein. Et comme je l'ai écrit ici, ça n'empêche pas que la personne peut avoir une très profonde aspiration à vivre autre chose, à vivre quelque chose de profond, d'épanouissant, de rassurant. Mais ce désir, cette aspiration, il peut être très inconscient. Et ce qui se passe, c'est que souvent, bah, au niveau conscient, la personne, elle dit: «Wow, ne m'envahis pas, pff, tranquille». Donc ça, peut-être que rien que quand j'en ai parlé là, ça vous aura permis d'imaginer ou de visualiser certaines personnes que vous connaissez. Et bien sûr, la personne, je dirais que quelque part, quand elle fait ça, d'une certaine manière, presque, c'est pas personnel. Si vous avez reconnu quelqu'un comme ça, ou si vous êtes ou avez été en couple avec quelqu'un qui est majoritairement, je dis bien majoritairement évitant, des fois, c'est pas forcément que cette personne, elle vous rejette, que c'est vous qui êtes en cause, c'est vous qui avez pas fait quelque chose correctement et c'est vous qui avez à vous remettre en question. Ça parle juste des blessures de cette personne, de comment elle, elle a du mal à rentrer en lien en se sentant en sécurité. Et comme elle s'est toujours mise en sourdine, elle a du mal à s'expanser. Alors ça s'apprend, alors ça peut être résilient, mais il faut savoir que c'est une donne de base quand il y a de l'évitant. Alors maintenant, j'aimerais aborder avec vous l'attachement ambivalent. Alors l'attachement ambivalent, je crois qu'en prévalence, on est autour de 15 de la population. Et l'attachement ambivalent, bah, ça va être quasiment, si vous voulez, diamétralement l'opposé de l'attachement évitant. Dans l'attachement ambivalent, quand la personne est enfant, la plus grande problématique, c'est contenu dans le mot, c'est l'ambivalence et l'incohérence de la figure d'attachement. Donc tantôt cette figure d'attachement, elle va être aimante, voire même un peu too much, vous voyez, un peu, voire même invasive, voire même, intrusive avec l'enfant dans un excès de proximité. Donc le dosage, contrairement à la personnalité sécure, le dosage, il est pas OK au niveau de la proximité. Et puis, elle va alterner donc ces phases de grande proximité avec des phases de grand rejet, de grand, grand rejet, voire même d'abandon. Alors, pas forcément d'abandon au sens littéral, d'abandonner, mais l'enfant, lui, en tout cas, le ressent comme un abandon. Si bien que, imaginez-vous, en plus, pour un très jeune bébé qui n'a pas encore la capacité de verbaliser tout ce qu'il vit, de conceptualiser et d'élaborer, c'est juste, ben, à un moment, j'ai le droit d'avoir des besoins, puis on m'aime, on m'aime, on m'aime, et au moment d'après, ben non, en fait, faut plus que j'existe. Donc, vous imaginez bien à quel point ça sème une discorde intérieure pour la personne. Et quelque part, ça fait des bébés qui sont affamés de nourriture affective. Parce que comme elle leur est prise puis retirée, ils n'arrivent pas à se réguler. À la limite, une personne évitante, vous voyez, comme c'est toujours le rejet, c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais plus ou moins un jour, elle arrive à se réguler. Bon, bah, c'est toujours le rejet, bah, moi, je vais me faire petit, puis ça va aller, j'aurai plus de besoin. Mais une personne qui a une figure d'attachement ambivalente, elle peut pas faire ça. Parce que c'est tantôt oui, 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 je t'aime, et puis tantôt non, non, non. Donc du coup, vous voyez, quand cette personne, elle devient adulte, puis que vous la rencontrez, ou dans le travail, ou un ami, ou encore plus a fortiori dans un couple, bah, cette personne, elle a une grande, grande soif de fusion et de présence. C'est vraiment un besoin, il y a un besoin d'être rassuré. Ça peut être physique, hein, ça peut être un besoin de tendresse plus, plus, mais ça peut être verbal, ça peut être émotionnel. Cette sécurité, elle va être vraiment fondamentale. Donc, il y aura peut-être des besoins plus. Vous voyez, par exemple, par rapport à une personne sécure qui, des fois, va avoir au final assez peu de besoins,
Une personne ambivalente, elle va avoir beaucoup de besoins. Besoin de présence, besoin qu'on l'appelle, besoin de SMS, besoin qu'on lui dise: «Je t'aime», qu'on la rassure, qu'on lui dise qu'elle est belle et cetera et cetera. Et donc ce besoin de fusion, selon où est le curseur, ben, il peut être excessif. Alors je vais vous refaire un petit partage d'écran, comme ça on va regarder un peu plus le schéma de la personne fusionnelle ambivalente ensemble. Je vais essayer de descendre ici si j'arrive. Touc, touc, touc. Excusez-moi, j'essaye de voir comment je peux gérer ça. Hop, hop, hop. Je vais y arriver. Je vous demande un tout petit peu de patience. Je vais faire au mieux. Je m'excuse, je m'excuse. Je suis un peu coincée par la présence de voilà, l'attachement ambivalent. Zut, j'y étais à l'instant, j'y retourne, nous y voici. Impeccable, vraiment désolée de ce contretemps. Voilà. Donc, comme on l'a vu, l'attachement ambivalent, l'enfant ambivalent devenu adulte, il est fusionnel, il a beaucoup besoin de contact, de sécurité, de présence, et il y a quelque chose de très, très anxieux. C'est pour ça que si vous lisez certains ouvrages, vous saurez qu'on utilise ou le terme ambivalent ou le terme anxieux. Ben, forcément, comme l'enfant, il a été vraiment quelque part privé, enfin, on lui donne, puis on le prive, puis on lui donne, puis on le prive, bien sûr que c'est hyper anxiogène, c'est évident. Donc forcément que la personne, en fait, quand elle s'attache, dès qu'elle va s'attacher, ça va générer de l'anxiété. Mais qu'elle s'attache à son conjoint, bien sûr, où là, ça va être exacerbé, mais ça pourrait être à un ami, mais ça pourrait être à son thérapeute. Il y aura une forte anxiété qui va être là en jeu. Et parfois, enfin très souvent, cela va s'accompagner d'une grande impulsivité, ça c'est vrai, mais aussi ça peut s'accompagner d'une forme de colère. Donc je dirais les émotions, elles sont à fleur de peau et un peu comme on disait une bouteille de coca où on remuerait les bulles, bah, si on remue trop la personne ambivalente, s'il y a trop de conflits, trop de frustration, il y a des chances qu'elle explose. Et parfois, évidemment, comme il y a une très grande insécurité, bah, forcément, ces personnes, elles peuvent se montrer jalouses. Je ne dis pas que c'est systématique, je ne dis en aucun cas que c'est maladif. Je dis juste que ça peut quand même se présenter. Il y a une prévalence puisqu'il y a un grand besoin de se rassurer, de se sentir aimé, de se sentir séduisant, de ne pas se sentir menacé. Donc, vous voyez, rien qu'en y réfléchissant là, quand je vous en parle, vous voyez la personne ambivalente qui a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de fusion, de rassurance, de présence, écris-moi, serre-moi, sois avec moi, rassure-moi. Ça paraît déjà peu, pas aisément compatible avec la personne évitante. Cette distance, on y va tranquille, on met le pied sur le frein, pas trop de mots, tout mollo, laisse-moi mon espace. Hein, on se doute bien que ça peut être compliqué, ce rapport-là. Alors, je vais revenir avec vous et je vous partagerai l'écran une troisième fois pour l'attachement désorganisé. Donc après, ça ne veut pas dire que c'est impossible un couple entre une personne qui a un attachement ambivalent et une personne qui a un attachement évitant. C'est pas que c'est impossible, mais ça va demander vachement plus d'efforts, vachement plus d'implication. Alors, je vais regarder, je vois qu'il y a un nouveau message. Alors, je regarde s'il y a quelque chose. Alors, pour un ambivalent, ça finit. Alors, je vais répondre à ces 2 questions parce qu'elles sont toutes les 2 chouettes. Alors, déjà, je vais répondre à la plus simple pour moi, c'est: est-ce que c'est possible de se retrouver dans les 2? Et oui, carrément, et je vais y venir dans quelques instants. Cette question, elle est super judicieuse et elle est fondamentale dans les théories de l'attachement parce qu'en fait, on n'est pas ou, souvent on est et. Et ça, c'est tout à fait pris en compte dans les tests d'attachement qu'on a construits chez Profiler Connection. Vous êtes tout en diverses proportions. Et bien sûr, ça peut évoluer selon les moments de vie, selon les épreuves traversées, selon la tranquillité dont on peut bénéficier à un moment de sa vie. Donc même s'il y a une structure de base qui est quand même assez présente dans toute la vie de la personne, elle peut aussi être résiliente et vraiment aller vers ses cures. Elle peut aussi évoluer. Mais oui, se retrouver dans les 2, mais bien sûr, tout à fait. Alors, autre question. Donc pour un ambivalent, sa figure d'attachement est désorganisée et pas ambivalente. Alors ça pose cette question qui a été posée là, elle pose la question en fait de la transmissibilité des attachements. C'est-à-dire est-ce que si moi en tant que figure d'attachement, j'ai un attachement insécure, que ce soit évitant, ambivalent ou je vais y venir désorganisé, est-ce qu'en fait en gros je vais transmettre cet attachement insécure à mon enfant, à mes enfants? Alors déjà bien sûr ça dépend du niveau de résilience parce que certains pourraient être un conjoint insécure, un conjoint ambivalent, mais un parent sécure. Des fois aussi, hein, selon, il peut y avoir de la résilience dans le lien à l'enfant. Et alors oui, la figure d'attachement d'un ambivalent, le plus souvent, elle est elle-même ambivalente.
Donc je dirais là, il y a plutôt une transmissibilité directe, mais elle pourrait même être désorganisée. Tout à fait, ça peut arriver aussi. Alors je lis la question de Jérémy. Que conseillerais-tu à une personne sécure pour être un peu moins ennuyante? Et oui, afin de nourrir davantage la réunion. Alors, c'est pas systématique, attention, hein. Les personnes qui ont un attachement majoritairement sécure ne sont pas toujours taxées d'ennuyeuses. Mais il est vrai que, vous voyez, souvent dans mon cabinet, quand j'entends des récits de premières rencontres et de début de relations amoureuses, quand il y a une personne qui a vécu des attachements vachement douloureux dans sa vie, qui a vécu du rejet, des abandons, du chaos émotionnel, beaucoup d'adrénaline, tout ça, ben, quand elle rencontre la figure en face, le nouveau partenaire qui est super cool, super détendu, qui répond à ses besoins. Il y a pas d'anicroche, il y a pas de conflit. Ben, en fait, déjà, c'est même pas que l'autre est ennuyé, c'est que l'autre est inhabituel. Parce que son schéma habituel, c'est que la complexité, c'est de devoir se battre. Donc déjà, ça crée une sorte de bug, de rupture de pattern pour la personne. Et c'est vrai qu'elle pourrait avoir tendance à taxer l'autre d'ennuyeux, parce que ce qu'elle a vécu avant était tellement chaotique que c'est devenu sa norme. Donc pour moi, je ne sais pas si une personne sécure pourrait être moins ennuyeuse. Après, ce serait intéressant de demander à l'autre, j'imagine dans un tel cas, de quoi tu aurais besoin pour que ce soit excitant? Pas excitant au sens, intimité sexuelle, mais excitant vraiment comme en anglais exciting. Voilà, de quoi tu aurais besoin et peut-être demander à l'autre. Pour moi, rentrer en interaction avec l'autre. Si tu as l'impression que tu t'ennuies, de quoi tu aurais besoin? Parce que si ça se trouve, de l'adrénaline, on pourrait aussi aller la chercher ailleurs, ensemble, ailleurs, en regardant dans la même direction, vers une activité, vers quelque chose. Je pense que ça mériterait de rentrer en dialogue avec le partenaire quand il y a ça. J'espère que cette réponse peut vous éclairer. Mais pour moi, c'est pas forcément le sécure qui doit se réguler pour être moins ennuyeux. C'est plus de dialogue entre les 2 partenaires qui permettent d'échanger sur les besoins jusqu'à ce qu'aussi le partenaire qui a vécu de l'insécurité finissent par trouver que la sécurité, en fait, c'est normal, mais ça peut prendre du temps. Alors, je vais ensuite venir sur l'attachement désorganisé. Donc ça, en prévalence, c'est environ 8 de la population. C'est le cas le moins facile au niveau de l'attachement désorganisé quand, comment dirais-je? Quand la figure d'attachement, non seulement est incohérente, donc c'est là que je rejoins la question de tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à l'ambivalence. Donc la figure d'attachement va alterner des périodes fusionnelles et des périodes de rejet, il y a de l'inconstance, de l'incohérence, mais en plus la figure d'attachement, elle fait peur. Alors elle fait peur de moult façons, elle peut faire peur parce qu'elle est violente physiquement, moralement, sexuellement, émotionnellement. Elle peut faire peur parce qu'il y a eu un deuil et la situation est tragique à la maison. Parce qu'il y a des consommations de stupéfiants, parce qu'il y a de la maladie mentale auprès de la figure d'attachement. La figure d'attachement est malade et n'est pas soignée. Il peut y avoir tellement de choses qui font qu'une personne génère de la peur chez un enfant. Et bien sûr, la proportionnalité, vous voyez, ce qui pour un adulte peut-être ferait pas autant peur, pour un enfant, c'est énorme. Pour un bébé, c'est complètement déstabilisant. Donc là, je dirais qu'on arrive au cas même le plus traumatique, où bien la personne devenue adulte, en fait, si vous voulez, quand elle va s'attacher, le plus important à retenir, c'est ça, c'est que quand elle va vraiment s'attacher, alors pas forcément au début d'une relation, parce qu'au début d'une relation, s'il y a pas d'attachement, ça va se passer tranquille. Et vous inquiétez pas, je répondrai à la très intéressante question de Laurence dans quelques instants. Peut-on changer de structure d'attachement? Oui, et j'y reviendrai en nuançant la question. Donc la personne, si vous voulez, quand elle rencontre quelqu'un, au début, elle va pas du tout sembler désorganisée parce qu'elle est pas encore attachée. Donc les débuts de la relation, ça va être tranquille, les doigts dans le nez, on dirait que la personne, elle est sécure. En apparence, rien. Mais quand l'attachement va s'installer, ça peut être une question de jours, de semaines ou de mois, en général assez rapidement, ben là, ça va déclencher à la fois dans la personne une énorme envie de fusion, de rassurance presque primitive, vraiment bébé, et en même temps une énorme méfiance. Une méfiance qui est aussi faite de rejet, presque de haine par moment. Et donc, vous voyez, c'est comme si on avait à fond le pied sur l'accélérateur de la relation et à fond sur le frein, la terreur que ça peut inspirer d'être amoureux. Et je pense que c'est complexe pour ceux qui l'ont peut-être pas connu en cabinet ou vécu ou connu des proches qui l'ont vécu. Mais comme on a tous, je dirais, un peu de peut-être de cet attachement en soi, je pense que c'est intéressant de sonder à l'intérieur de soi pour voir des fois la méfiance, les peurs qu'on peut trimballer. Alors, je vais me permettre une troisième fois et dernière fois de partager mon écran avec vous. Voilà, hop là.
et cette fois, je vais essayer de descendre sans faire des bêtises. Voilà, donc je reviens avec vous. L'enfant désorganisé devenu adulte, il est particulièrement méfiant et on le comprend ô combien. Et il est très intense. Alors évidemment, là, on pourrait vite paraître ennuyeux face à cela, parce que les émotions sont tellement exacerbées. Et bien sûr qu'il y a de l'impulsivité, parce que je pense que c'est aussi un enfant qui s'est tellement retenu, qui s'est tellement contrôlé devant des choses aberrantes, que bien sûr qu'il y a de l'impulsivité, un peu comme un vase trop plein qui déborderait aisément. Et bien sûr que les émotions sont chaotiques. Alors oui, la personne peut alterner des phases où elle est très demandeuse, beaucoup, beaucoup besoin de présence, et d'autres au contraire où la personne est très rejetante, voire même, je dirais, violente dans le rejet. Je ne parle pas de violence physique, même si ça peut arriver, malheureusement, quand il y a de la désorganisation. Moi, je parle aussi de violence dans non, laisse-moi, va-t'en, c'est fini. Vous voyez, quelque chose qui va tout de suite déborder, et avec des angoisses d'abandon majorées. Et quand il y a des angoisses d'abandon, pour quelqu'un qui le vit sous ce format désorganisé, c'est pas juste des petites angoisses et ça va se calmer en pensant à autre chose. Moi, je parle d'angoisses qui correspondent à des angoisses de mort. La personne, elle a l'impression que si on l'abandonne, elle va mourir. Donc, il y a beaucoup de douleur, en fait, dans cet attachement désorganisé. Ça appelle beaucoup de soins, beaucoup d'amour pour que ce soit résilient. Et je me permets de cesser le partage pour revenir à vos côtés. Et je vais me permettre du coup de répondre à la très intéressante question de Laurence, parce que ça me permet de dire un truc super important. Donc, peut-on changer sa structure d'attachement? Alors, je dirais plutôt oui, parce que quelque part déjà, il faut savoir qu'on a, en fait, c'est vraiment comme un camembert. Là, les 4 structures que je vous ai évoquées, sécure, évitant, ambivalent, désorganisé, souvent vous les avez toutes. Alors parfois, vous avez très peu de désorganisés, parfois plus, selon le vécu que vous avez pu traverser, si c'était un vécu plus traumatique. Mais souvent, on les a tous en proportions différentes. Je dirais, on pourrait être, je sais pas, 35 sécure, 20 désorganisé, et cetera. Et ça, nous, dans le test d'attachement de Profiler Connection, c'est quelque chose qu'on voit immédiatement, puisqu'à la fin du test, des 40 questions, on voit le résultat sous la forme d'un camembert, avec des petites explications. Et ça permet de se rendre compte déjà qu'on est enfin, c'est nuancé en nous. On n'est pas une chose, on n'est pas monobloc et on ne va pas nous ranger dans une petite case, parce que ça, c'est quelque chose qu'à Profiler Connection, on ne veut absolument pas. On se veut ouvert, on se veut tolérant, on n'enferme pas les gens, on les accompagne vers la guérison, vers le changement et vers l'amour. Et ce qui se passe, c'est qu'aussi ce camembert, c'est un peu une photo de votre attachement. Tant vous referiez le test dans 6 mois, dans 1 an, eh ben, il serait un tout petit peu différent. Nous, on s'est amusé avec des collègues à faire le test cet été-là, 2023 en juillet, puis à le refaire en décembre. Et rien qu'en quelques mois, ben boum, il y avait déjà des petits changements. Mais après, il y a alors souvent, s'il y a un changement, il peut aller vers la résilience. Donc la part sécure, imaginez, vous feriez le test à 20 ans. Votre part sécure, je ne sais pas, elle ne serait pas très grande. Il vaudrait peut-être à 15 ou 20. Tant vous referiez le test à 50 ans, vous avez pris de l'expérience, vous avez accumulé de la résilience, vous avez reçu de l'amour, vous vous êtes rassuré et boum, votre part sécure, elle est passée à 35 ou 40. Donc oui, ça peut changer. Il n'en reste pas moins quelqu'un qui a vécu des attachements profondément insécures, ils seront toujours là, comme je dirais, un peu le loup qui dort. Alors peut-être, si on ne remue pas la bouteille de coca et si on ne secoue pas cet attachement insécure, il va rester dormant et il ne va pas jaillir. Mais si on secoue trop la personne, si on la met en situation difficile, au bout d'un moment, cet attachement douloureux, il peut revenir. Donc je pense que ça, c'est la réponse la plus juste qu'on pourrait et la plus honnête que je peux faire sur cette question. Et oui, comme le dit Mathieu, on a bien vu sur nos tests en supervision que ça peut changer en quelques mois, parfois en bien, parfois moins aussi, selon les épreuves qu'on traverse. Alors, je dirais même pas en bien, parce qu'on aurait tous tendance à se dire qu'on veut être sécure. Mais après tout, pour moi, prenons-nous aussi avec amour dans notre vulnérabilité. Si, si on était tous sécures, bon, bah, ce serait OK, ce serait facile la vie et cetera. Mais aussi dans nos insécurités et dans nos vulnérabilités, il y a des belles choses. Il y a des belles choses qui peuvent jaillir, il y a de l'empathie pour l'autre, il y a des compréhensions de soi, il y a enfin, voilà, je pense que c'est intéressant, il ne faut pas qu'on diabolise nos attachements insécures. Autant que possible qu'on les accueille avec un maximum d'amour. Alors, je continue vos questions. Les manipulateurs et les pervers sont-ils plutôt profils désorganisés ou pas de règles? Alors pour moi, si on parle vraiment de
perversion, c'est une bonne question parce que pour moi, là, on est vraiment sur une pathologie psychique, hein, si on est dans la perversion et alors effectivement, on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir de la perversion chez certaines personnes désorganisées, mais j'en ferais pas forcément quelque chose de systématique non plus. Parce qu'il y a des personnes qui ont vécu de la désorganisation et qui sont hyper empathiques. Même si des fois, OK, elles peuvent exploser, avoir des comportements inadaptés, mais elles sont sur un fond hyper empathique. Donc, alors, pas de règle. Alors, effectivement, en revanche, on pourrait dire, est-ce qu'il y a une règle dans ce domaine? C'est que il est vrai que les personnes sécures auront de moindres propensions à faire preuve de manipulation. Voyez? Mais quelque part, déjà, cette manipulation est-elle consciente ou non? Est-ce que, par exemple, une personne ambivalente, une figure d'attachement avec son enfant qui est ambivalente, est-ce que c'est de la manipulation? Enfin, vous voyez, est-ce que le fait d'alterner des phases de chaleur, puis des phases de recul, ça met l'enfant en situation, ben, de faiblesse, d'infériorité? Est-ce que déjà c'est le manipuler? Au final, je trouve qu'il y a plein de questions qui pourraient se poser autour de ça. Alors, Laurence demande aussi: «Peut-on changer sa structure d'attachement en fonction des partenaires que l'on rencontre?» Bah, ça, c'est une question vachement intéressante aussi. Parce que, quelque part, c'est vrai que si en face de soi, on rencontre un partenaire, imaginons, qui est vachement sécure, déjà, ça peut nous tranquilliser et faire revenir en nous notre part sécure. À l'inverse, si on a déjà de soi-même des grosses vulnérabilités d'insécurité et qu'on rencontre quelqu'un qui est complètement désorganisé, bah, il y a fort à parier que ça va tout mettre en lumière, nos attachements insécures. Toutes nos insécurités qu'on avait pu garder, comme je disais, comme le loup qui dort. Bah, si on rencontre une personne qui est pas réellement compatible, ça va agiter la bouteille de coca et à un moment, vous enlevez le bouchon et bouf! L'idée, c'est qu'il y a vraiment des personnes avec qui on est quand même plus aisément compatible qu'une autre. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'archétype est évident, c'est la personne en évitement face à la personne qui a besoin de fusion. Et Laurence, tu demandes, est-ce que c'est important de se classifier? Alors c'est une bonne question. Alors, quelque part, moi, j'aime pas classifier les gens parce que j'aime pas les mettre dans une boîte et dire que c'est définitif. Voilà, là, on t'a mis dans ce tiroir, puis tu vas rester dans ce tiroir toute ta vie. Par contre, chez Profiler Connection, on a pour idée que le test d'attachement, on peut le refaire plein de fois si on veut, mais que dans ce temps T où la personne fait son test, on va pouvoir classer ses attachements dans un certain ordre, 25%, puis 20%, puis etc. Et que c'est grâce à ça qu'on va lui présenter des personnes compatibles. Ainsi donc, imaginons, si toi, tu es évitante, ben on va éviter de te présenter des personnes ambivalentes ou désorganisées qui ont besoin d'énormément de présence. Parce que toi, en tant qu'évitant, ça va faire: «Ah non, encore une fois, je me sens envahi, j'en peux plus». Vous voyez? Ben ça donc d'un certain côté, oui, ça peut être important de classifier en prenant des grosses pincettes, en disant que c'est à intenter, parce que c'est là qu'on peut générer de la sécurité et arrêter les schémas destructeurs répétés et répétés, de revivre toujours les mêmes traumas. J'espère que ma réponse est claire. Ouais? OK. S'il y a d'autres questions, je continue, je suis à l'écoute. Tu as parlé de rejet et d'abandon. Fais-tu un lien entre les blessures profondes, oui, les fameuses 5 blessures, et les profils d'attachement? Oui, alors clairement, on pourrait faire un lien, en tout cas autour de rejet-abandon, hein, puisque le rejet, c'est vraiment l'apanage de la blessure de l'évitant et l'abandon, c'est plutôt ce qu'on retrouve chez ambivalent et chez désorganisé. Par contre, j'imagine que, vous voyez, que ce soit humiliation, trahison et injustice, c'est des blessures qui seraient un peu transversales. J'imagine qu'une personne malheureusement, qui a vécu un attachement désorganisé aura plus de risques d'avoir vécu, humiliation, injustice et ainsi de suite. Mais c'est intéressant en effet de mettre en lien, ces 5 blessures et comment elles interfèrent dans nos profils. Mais surtout comment justement elles peuvent être accueillies et comment on doit les prendre en considération. Parce que je pense que souvent, en fait, moi en cabinet, je vois tout le temps les mêmes douleurs qui se reproduisent, les mêmes schémas, les gens me parlent des mêmes choses, des mêmes déceptions. Et l'idée de Profiler Connection, c'était de créer vous savez, comme un coussin de sécurité en fait, une sorte d'airbag relationnel qui fait que, ben, on va encore s'éviter de se prendre le volant dans la tronche au prochain choc, quoi. On va éviter, on va rouler tranquille et on va s'éviter des expériences douloureuses qui, certes, peuvent nous faire grandir. Alors certes, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, mais qui aussi peuvent abîmer, peuvent épuiser et c'est pour, bah, justement pour pallier ce problème que nous, on est là et que nous, on existe. Encore une question. Pour les désorganisés, quel conjoint convient?
Un conjoint sécure. C'est le seul conjoint qui convient. Plus il y a de la désorganisation, plus le pôle désorganisé est important dans la photo du tenté d'un attachement, hein, je ne dis pas pour toujours, mais plus au contraire en face, il faut absolument de la sécurité. Imaginez-vous, s'il y a un attachement désorganisé, donc énormément d'anxiété, de la méfiance, de la peur et en même temps un besoin de fusion. Vous imaginez bien comme être avec quelqu'un qui est évitant, c'est ingérable. C'est ingérable, c'est terrifiant. Ça remet la blessure d'abandon, c'est pas possible. Et être avec quelqu'un d'ambivalent, ben, en fait, ça fait peur aux gens désorganisés. Parce que comme la personne ambivalente, elle a besoin de beaucoup de rassurance et de beaucoup de présence, ben, en fait, l'aspect méfiant du désorganisé, l'aspect «laisse-moi mon espace», va aussi rentrer en compte et souvent la personne désorganisée va s'en aller, voire même avoir des comportements assez durs avec la personne ambivalente. Donc la seule personne qui peut vraiment stabiliser une personne désorganisée, c'est la personne sécure et peut-être grâce à elle, la personne désorganisée va trouver en elle sa propre sécurité et faire rayonner son sécure. Deuxième question, comment reconnaît-on une personne sécure? Ah ben ça, merci, c'est une super bonne question. Comment reconnaît-on une personne sécure? Bon, nous déjà, dans notre algorithme et les compatibilités qu'on va mettre en place dès la sortie de l'appli dans 2 mois, ben déjà, vous serez de toute façon, les personnes inscrites seront mises en lien avec des gens qui leur correspondent, déjà d'une chose, mais dans la vie de tous les jours et puis même, quelqu'un pourrait passer au travers un algorithme, ne pas être 100 sincère dans ses réponses. Ça, on ne peut pas en être totalement sûr. Donc comment on reconnaîtrait une personne sécure? Pour moi, il y aurait déjà quelque chose de l'ordre de la tranquillité et une tranquillité qui perdure. Vous voyez, qui soit là, certes, dans les premiers temps de la relation, quand il y a, comme je disais, quand il y a pas encore d'attachement, mais qui continue d'être là. Tranquillité, autonomie. Donc la personne, elle peut être à la fois proche de vous, c'est-à-dire elle va pas vous éviter, elle peut vous envoyer des textos, elle peut rentrer en lien avec vous, elle a pas peur du lien. Vous voyez, elle va pas être en mode, un jour, elle vous envoie 30 SMS et le lendemain, plus du tout. Là, les gens sécures, en général, ils font pas ça, parce qu'il y a de la constance. Voilà un truc où on reconnaît une personne sécure, elle est constante. Elle est là, elle sera là demain, de la même façon. Il y a quelque chose qui est très rassurant du coup dans la relation, parce qu'on est c'est fiable. La personne sécure, elle est fiable, elle vous dit qu'elle vient, elle vous dit qu'elle fait, elle fait et si elle peut pas faire, elle s'excuse et si elle peut pas faire, elle explique. Sans rentrer dans des justifications monumentales, mais en gros, la personne sécure, elle dit ce qu'elle fait, elle fait ce qu'elle dit. Donc autonomie, fiabilité, constance, calme, tranquillité. Et je dirais, vous voyez, même son rapport au corps, il va être cool. C'est-à-dire à la fois la personne sécure, elle aime la tendresse, hein. Attention, c'est pas si vous lui prenez la main, elle va faire: «I», voilà, mais elle en a pas non plus besoin énorme, énorme, énorme. C'est quelque chose vraiment de l'ordre de l'équilibre. Je pense que si ce mot équilibre, il est là. Il y a une sérénité et une simplicité. J'espère avoir bien répondu à cette question. Est-ce que ma réponse est claire? Même si, comme je disais, bah, on est rarement 100 sécure. Imaginez-vous même quelqu'un qui aurait, ce qui serait énorme, une majeure en sécure à plus de 50. Donc tous ces autres attachements insécures seraient à moins de 50. C'est déjà super, hein. Mais même, imaginons que même cette personne hyper sécure, tant dans le début d'une relation amoureuse, je sais pas, il y a un truc qui l'a blessée et vous, en fait, vous en êtes même pas rendu compte que vous l'aviez blessée, c'était une maladresse, vous vous êtes pas du tout rendu compte. Bah, elle, la personne, si ça se trouve, ça va lui faire sortir un de ses attachements insécures. Et d'un coup, bim, en face de vous, vous aurez évitant ou vous aurez ambivalent. C'est pour ça que la réalité, elle est souvent vachement nuancée. Mais quand on sait déjà qui on est, quels sont nos attachements majoritaires, bah, ça nous aide déjà à savoir ce dont on a besoin et à mieux repérer chez l'autre qui va être compatible avec nous, ce dont on a besoin, ce qui nous ferait peur, toutes ces choses-là. Alors, Fanny me demande pourquoi une personne sécure souhaiterait avoir une relation avec quelqu'un d'insécure. Est-ce que vraiment la sécurité pourrait venir de quelqu'un d'autre? Alors déjà, parce que pour une personne sécure, parce que pour moi déjà, comme je disais, tout est écrit en nuances et une personne insécure, son comment dire? Une personne, insécure, que ce soit de même désorganisée, déjà, hein, c'est pas écrit sur son front. Donc dans les premiers temps d'une relation, peut-être le sécure, il verra même pas au début que l'autre est insécure en face. Il risque de s'en rendre compte a posteriori puisque comme je vous disais, l'insécurité, elle se déclenche en cas d'attachement. Donc au début, elle se déclenche pas. C'est vachement important de s'en rendre compte. Ce qui fait qu'en fait, des fois, les premières semaines d'une relation, en vrai, c'est du flan, hein, au niveau des attachements, parce qu'on ne voit pas la réalité du conjoint.
C'est quand ça commence à s'attacher que ça commence à devenir compliqué. Donc des fois, la personne sécure, majoritairement, va se rendre compte que l'autre est insécure seulement au bout d'un certain temps. Et elle peut aussi, malgré tout, avoir envie de rester. Elle peut voir chez l'autre de la lumière, elle peut voir chez l'autre de très belles qualités qui font qu'en dépit de la situation un peu compliquée, des fois évitante ou ambivalente ou désorganisée, la personne sécure peut quand même rester et aussi avoir envie d'accompagner l'autre et quelque part d'amener aussi sa lumière. Alors sans aller jusqu'à l'idée, qu'une personne sécure rentre dans un rôle de sauveur, bien sûr. Il faudrait que ça reste nuancé. Est-ce que vraiment la sécurité pourrait venir de quelqu'un d'autre? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que vraiment la sécurité pourrait venir de quelqu'un d'autre? Alors, j'entends que l'idée, ce serait que déjà la sécurité, on doit la construire à l'intérieur de nous. Alors ça, je suis à la fois d'accord et partiellement pas d'accord. Parce que certes, bien sûr, on doit construire notre sécurité intérieure, essayer d'être autonome, d'apprendre à prendre soin de soi, de faire des choses pour soi, d'être connecté à son corps, d'avancer vers la résilience, etc. Mais des fois, l'être humain, comme je disais, c'est un des êtres dans la nature qui est le plus dépendant. On a besoin des autres. En vrai, on est tous dépendants. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent en thérapie, parce qu'il y a des gens, ça les détend d'entendre ça, en fait. Non, ils sont pas des pauvres dépendants bizarres qui dépendent du regard de l'autre, parce que c'est aussi comme ça qu'est construit l'être humain. Et c'est des fois justement dans la rencontre que s'installe la résilience qui permet de dépasser des schémas destructeurs et déstructurants. Donc les 2 sont vrais. Oui, la résilience et la sécurité, ça va venir de soi, ça doit venir de soi, mais on a aussi besoin de l'autre. Et je sais que c'est pas évident, mais je pense que la vérité est dans les 2. Alors on me demande: «Peut-on dire que l'évitant freine l'ambivalent?» Ah ben oui, ça c'est sûr. Vu que l'évitant, il dit: «Ouais, mollo, mollo, mollo», il a le pied sur le frein, alors que l'ambivalent, il a le pied à fond sur l'accélérateur. Ouais, c'est sûr que l'évitant, face à la fusion, il freine, hein. Et même plus on veut aller vers lui, plus il freine. Donc c'est vraiment, je dirais, un cercle vicieux avec l'ambivalent qui se rapproche et l'évitant qui s'éloigne, hein. Ça génère vraiment des cercles vicieux. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que l'évitant accélère le désorganisé? Alors, ah oui, l'ambivalent, il accélère, c'est ça. L'évitant freine, l'ambivalent, il accélère et le désorganisé, il freine et accélère, voire donc effectivement, la personne désorganisée, elle freine et accélère en même temps. C'est-à-dire qu'elle peut à la fois avoir hyper besoin d'amour et de rassurance et être terrorisée par la relation, surtout au début. Ça peut évoluer avec le temps, mais surtout au début. Donc ce résumé, il est parfait. L'évitant freine, l'ambivalent accélère, le désorganisé freine et accélère. Et sur Profiler Connection, sur l'appli, c'est comme ça qu'on l'a symbolisé. L'évitant, il a le pied sur le frein, l'autre, il a le pied sur l'accélérateur. Donc, c'est exactement, voilà, tu vois, tu as tout compris. C'est vraiment la métaphore, c'est parfait. Donc, quelles sont les attractions toxiques entre les différents types d'attachements? Alors, pour moi, la toxicité, elle ne viendra pas forcément d'une attraction entre tel ou tel type d'attachement. Parce que je pense que même des attachements qui pourraient paraître mais hautement incompatibles, on va peut-être quand même pouvoir être résilient. Donc imaginons, voilà, quelqu'un qui à la base serait évitant et qui freine et qui a peur de l'engagement versus quelqu'un qui a une énorme blessure d'insécurité et qui a besoin d'être rassuré, on pourrait se dire: «Waouh, ça va être super compliqué». Alors que parfois ces 2 personnes, elles arrivent à grandir ensemble, à guérir ensemble, mais ça va demander vachement de taf, ça c'est sûr. Alors pour moi, ce qui devient toxique in fine, c'est quand il y a une emprise. Pour moi, la toxicité, elle commence quand il y a de l'emprise et ça peut être propre à n'importe quel attachement. Si je donne un exemple, mais ce n'est qu'un exemple et pas une généralité. Si la personne est évitante, en face d'elle a quelqu'un de très ambivalent ou désorganisé qui s'accroche, qui est jaloux et ainsi de suite. Et si elle, ben, quelque part, comme elle a le pied sur le frein, elle voit ça et que je dirais d'une certaine manière, elle joue un peu avec ça. «Ah ben non, aujourd'hui il m'a saoulé, je lui écrirai pas» et en face l'autre personne, mais ça la rend cinglée. Et du coup, elle court encore plus, elle va crier encore plus de messages et cetera. Ben là, vous voyez, pour moi, il y a prise de pouvoir. Il y a absence de dialogue et il y a prise de pouvoir. Et pour moi, quand il y a emprise et prise de pouvoir, là, il y a quelque chose de toxique qui commence à se jouer, avec d'éventuelles pulsions sadiques ou masochistes qui peuvent être en jeu. Mais ce ne serait pas forcément l'apanage de tel ou tel attachement. Je pense que ça pourrait avoir lieu dans toute forme d'insécurité, dans toute forme d'attachement insécure. Est-ce que ça vous parle? Ouais? OK. Alors merci pour toutes ces questions. Elles étaient vraiment riches, vraiment intéressantes. Donc, s'il y a d'autres questions qui vous intriguent, je suis à l'écoute
Et sachez que de toute façon, si vous faites le test d'attachement sur Profiler Connection, de toute façon, comme je disais, les tests, ils sont gratuits. Donc vraiment, bienvenue, dès que l'appli sera lancée, bienvenue à le faire, à le refaire 6 mois plus tard pour checker. Voilà, c'est la connaissance de soi, ça doit être accessible à tous. Et une fois qu'on connaît ses attachements, on entre tellement différent dans la relation amoureuse, tellement plus sage, tellement plus au clair avec qui on est et avec qui on est selon les moments. Parce que même quelqu'un qui aurait, par exemple, une majeure en ambivalent, ben, si tout d'un coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a désarçonné et qui sort son évitant, ben, en face, ça fait waouh, je comprends rien. D'habitude, il a envie de fusion, mais là, qu'est-ce qui lui prend? Il m'appelle plus. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc, plus vous vous connaissez vous-même, en fait, plus vous savez qui tient les rênes. Même ça peut être presque un petit jeu intérieur. Faites-le dans votre vie là au quotidien, que ce soit dans votre couple, mais aussi à votre boulot, avec votre famille, avec vos amis. Dites-vous qui a les rênes? Là, par exemple, quand vous êtes dans telle situation, vous pouvez dire: «Ah là, c'est tranquille, c'est cool, c'est paisible, c'est sécure. Ah ouf, dans telle autre situation, ça m'a bougé. OK, là, je vois, ouh, ça c'est ambivalent là, comment je réagis». Ou bien l'autre en face de vous. Donc c'est hyper intéressant de pouvoir analyser ça. Ça permet de prendre tellement de recul et de pouvoir prendre les choses de haut et de vivre ses émotions un peu moins intensément. Et que du coup, ce soit voilà, qu'on puisse respirer, observer, communiquer avec l'autre autrement. Donc merci, c'est passionnant, merci. Merci à vous. Et oui, quelque part, c'est une notice. Quand on se connaît soi, déjà, on peut donner la notice à soi. C'est déjà vachement bien, je trouve. Parce que tant d'années, moi, j'imagine que j'avais pas la mienne et c'était compliqué de me auto-comprendre sans me juger. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Mais une fois qu'on l'a et qu'on a accepté, accueilli, pouvoir la communiquer à l'autre, bah, c'est super intéressant, surtout quelqu'un qui le comprendrait aussi. Imaginez-vous, je sais pas, qu'un jour, ben, un conjoint à vous, vous lui fassiez aussi voir le webinaire et tant même vous discuteriez ensemble de ce sujet et tant ce serait plus un tabou. Parce qu'en vrai, c'est tabou et on cherche tous, vous voyez, à être sécure, à vouloir montrer, toujours le côté lumière et penser que le reste, c'est pas bien et ne pas accueillir nos vulnérabilités. Et quelque part, ce serait tellement cool que ce soit détabouisé. Ben ouais, on a eu telle difficulté. Ben ouais, moi j'ai du mal à m'engager. Ben ouais, moi en fait, je suis super jaloux. Ben ouais, je suis comme ça, je suis comme ça. Ce serait tellement bien de pouvoir aussi s'accueillir comme ça. Ben, si quelque part cette notice, elle pouvait contribuer à aider ça, ben, je serais vraiment contente. Je me disais qu'on aurait vraiment accompli un pas vers des relations plus sereines, plus pérennes, beaucoup plus paisibles entre les gens, à tous les niveaux, pas qu'en amour, globalement. Bah, écoutez, je me demande s'il y a une dernière question, sinon, bah, ça va être l'heure. Super, bah, écoutez, je vous remercie infiniment. Vos questions, elles étaient nombreuses, elles étaient super riches. Je vois que vous aviez vraiment super bien compris. Ça m'a vraiment plu de voir, comme vous avez percuté, comme, voilà. Puis même si un jour vous avez une question qui vient dans l'a posteriori, vous savez que sur le site qui lui est déjà online, vous pouvez aller dans la rubrique contact, vous pouvez nous contacter, que ce soit l'équipe technique, que ce soit l'équipe, coaching où dont je suis bien sûr. Donc allez-y, ne vous gênez pas, on est là, on est à votre écoute tous et donc bah, merci à vous de votre présence. Bon, bah, je suis contente si voilà, si ça a pu vous faire du bien et ça m'a fait très, très plaisir de partager ce thème et peut-être tant par la suite dans nos webinaires, on pourra même encore plus creuser, faire presque un webinaire par attachement. Si vous avez envie qu'on creuse, qu'on donne plus de situations concrètes. Alors sur le site, non, c'est pas encore possible de faire les tests parce qu'on n'a pas pu entrer l'algorithme encore, mais sur l'appli, on y est presque, on y est bientôt. Dans 2 mois, on est trop content de la lancer, on est sur le starting block. Donc, encore un tout petit peu de patience et on pourra les faire, ce sera un grand plaisir. Eh bien écoutez, je vous dis un grand merci à tous et puis une très bonne soirée et puis à bientôt à la rentrée. Je le rappelle, le mercredi 3 janvier, je ferai un webinaire qui porte sur le thème de l'exclusivité et je pense que c'est un thème vachement intéressant parce que quand je vois le nombre d'individus et de couples qui ressentent des situations difficiles par rapport à ça, qui sont interpellés par cette thématique qui a une dimension intime, mais aussi une dimension sociale, j'ai hâte d'en parler avec vous et même si je sais que c'est un sujet qui peut être un peu touchy, un peu, voilà, qui peut susciter plein de choses, ben, j'ai hâte qu'on parle ensemble du thème de l'exclusivité. Donc je vous dis au 3 janvier, je vous souhaite des merveilleuses fêtes. Merci beaucoup.